actuelle en France à la suite des élections. Et Common Réam est unifier notre classe contre la RN en opposition aux obstacles principaux, c'est-à-dire les républicains radicaux de gauche. Et puis, il y aura les présentations principales sur la Palestine. Et suite à cela, nous aurons le temps pour les questions et pour les échanges. Et juste d'abord, moi je veux juste prendre 1 ou 2 minutes pour parler brièvement de la campagne du Comité de défense sociale pour les prisonniers kanaks. Donc le CDDS, qui est une organisation de défense légale et sociale, donc les buts coïncident avec ceux de la Ligue trotskiste, a déjà envoyé de l'argent et il continue à collecter de l'argent pour les prisonniers kanaks qui ont été déportés à 17 000 km de chez eux, en tout en France. Au-delà des 7 dirigeants de CCAT, 5 sont en prison et 2 autres sont assignés à résidence ici, qui sont dispersés sur tout le territoire et totalement isolés les uns des autres, et bien sûr de la famille, de leurs amis. Brenda Wannabu a un enfant de 8 ans, par exemple. Il y a aussi des centaines d'autres militants, dont beaucoup de jeunes, qui sont en préventative ou déjà condamnés à des lourdes peines en Kanaky, en Polynésie, et d'autres militants qui vont être bientôt déportés ici en France. Donc, nous exigeons la libération immédiate et le rapatriement de tous les militants déportés en France et la libération inconditionnelle de tous les jeunes enfermés dans le camp Pest à Koné et ailleurs. Le seul grand investissement aujourd'hui de l'impérialisme français décadent en Kanaky, pour 500 millions d'euros, et pour construire une nouvelle prison pour remplacer Camp Pest en triplant les places. Et contre cette sauvagerie coloniale, vous savez sans doute qu'il y a maintenant 11 Kanaks qui sont tués depuis le début de la révolte. Nous devons chercher à mobiliser le mouvement ouvrier français en solidarité avec la lutte des Kanaks pour la liberté et pour le socialisme. Les efforts sur le plan financier du CDDS sont évidemment bien modestes, mais vous pouvez utiliser la campagne pour discuter avec vos collègues sur comment la libération kanak et une telle défaite de l'impérialisme français déjà affaibli serait un puissant levier pour la lutte ici. Donc n'hésitez pas à contribuer financièrement, on a une caisse à l'entrée et à prendre les coordonnées aussi du CDDS. Et vous pouvez spécifier que ces dons sont pour les prisonniers kanaks. Ok, donc je passe à Alexis. Voilà. Bonsoir à vous. Donc Macron, je vais parler un peu de la France, là, brièvement. Mettons 10 minutes, 12 minutes. Macron, finalement, a accouché d'un nouveau gouvernement qui est officiellement sous le contrôle du RN d'extrême droite. Il promet un plan, il a annoncé maintenant un plan d'austérité comme on n'en avait pas vu depuis des années, sinon des dizaines d'années, couplé à des mesures racistes contre les immigrés, contre les jeunes des minorités, qui sont puisées directement dans l'arsenal du RN. Alors face à cette situation dramatique, la classe ouvrière reste pour le moment passive. La démoralisation consécutive à la série de défaites qu'elle a subies depuis la lutte pour les retraites, l'impasse dans la lutte contre l'extrême droite, tout cela pèse lourdement. La journée d'action de rentrée de la CGT avant-hier a été une des plus faibles depuis longtemps. Cela souligne l'inanité des appels de l'extrême gauche pour cette journée d'action. Je cite Révolutionnaire, donc c'est le journal du NPAR, qui titre dans son édition du 26 septembre faire grève le 1er octobre, oui, remettre son sort dans les mains des directions syndicales, non. Cet article conclut, je cite, « Alors, soyons déterminés à faire du 1er octobre un succès, mais avec la conscience qu'il est désormais vital de nous doter nous-mêmes d'un plan de bataille qui se donne comme objectif de mettre le pays à l'arrêt pour enfin arracher des victoires. » Fin de citation. Alors, parler de la mobilisation du 1er octobre comme d'un tremplin pour préparer une grève générale, c'est un peu lunaire, et le NPAR le sait. Il publie en effet, dans le même numéro de son journal, des articles qui décrivent une atmosphère dans la classe ouvrière faite de désabusement, de dégoût général pour la politique et de démoralisation. Alors, on pourrait dire un peu la même chose de Lutte ouvrière, qui elle aussi titrait 1er octobre, toutes les raisons de se mobiliser.
même si, contrairement au NPAR, elle n'ambitionne pas de faire plus que de montrer qu'on ne se résigne pas. Or, justement, l'atmosphère est la résignation, et la question, c'est comment sortir de cette résignation? Quelles sont les tâches que l'avant-garde doit poser aux travailleurs? En fait, ça doit découler d'une analyse correcte de la situation. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est de faire le bilan de la défaite de l'année dernière, de l'absence de lutte pour défendre les jeunes des quartiers lors de la révolte de l'été 2023, faire le bilan de l'impasse du mouvement pour la Palestine et du désastre des dernières élections. Alors d'abord, encore une fois, sur les retraites. La stratégie de l'extrême gauche était de faire pression sur la bureaucratie syndicale pour élargir les grèves, comme disait LO, ou pour déclencher une grève générale, comme disaient les NPA et Révolution Permanente. Ça a complètement échoué et on a encaissé une défaite majeure. La leçon à en tirer, c'est que toute la stratégie des bureaucrates de contenir la mobilisation dans les limites de ce qui était tolérable pour la bourgeoisie ne pouvait conduire qu'à l'échec. L'impérialisme français est aujourd'hui en décomposition avancée. L'ordre mondial libéral dominé par les États-Unis, tel qu'il a été constitué sur les décombres de la contre-révolution capitaliste en Union soviétique il y a 30 ans, tout ça c'est maintenant remis en cause. Et les États-Unis pressurent d'autant plus leurs rivaux impérialistes, dont la France, qui avait pris part pendant 30 ans au pillage sans frein du monde sous couvert de mondialisation libérale. Et c'est de là que provient la rage de Macron à détruire les acquis de la classe ouvrière dans ce pays. Donc il en découle qu'on n'arrachera rien à cette bourgeoisie qui est tellement acculée si on ne la menace pas sérieusement de tout lui prendre. Ça exige une confrontation avec le capitalisme français. Que ni le Front populaire, ni aucune de ses composantes, ni aucune des composantes de la bureaucratie syndicale n'était ni n'est prêt à mener parce qu'ils ont tous un programme pro-capitaliste. Et c'est pour cela que les bureaucrates syndicaux et les mélenchonistes ont conduit la lutte pour les retraites à la défaite. Et c'est pourquoi, par contre, il faut donc une direction communiste qui lutte ouvertement pour chasser les bureaucrates à la tête des syndicats et les remplacer par une direction qui soit prête à en découdre avec les capitalistes. Ensuite, il y a les quartiers et la Palestine. Le gros du mouvement ouvrier, loin de mobiliser pour défendre les jeunes, qui sont pourtant bien souvent des enfants d'ouvriers, loin de faire des grèves ouvrières contre le soutien de l'impérialisme français à la boucherie sioniste, en fait, il s'est joint à la chasse aux sorcières anti-musulmans et soi-disant anti-antisémites, n'est-ce pas, y compris contre les mélenchonistes eux-mêmes. Et comme ça, tous ces dirigeants ouvriers traîtres ont contribué d'autant plus à diviser encore plus la classe ouvrière entre les ouvriers blancs et ceux qui sont soupçonnés d'être musulmans du fait de la couleur de leur peau. Ce qui affaiblit tout le monde et ce qui a renforcé le Rassemblement national, comme on l'a vu lors des dernières élections de juin et de juillet. Alors revenons à ces élections. Rappelez-vous les déclarations triomphantes de Révolution Permanente, du NPAR, de toute la gauche, qui se réjouissait du soi-disant revers infligé au RN par le Front populaire, plus précisément le Front républicain. 3 mois plus tard, on a un gouvernement de droite qui prend ses ordres auprès du RN. Quand les mélenchonistes se lamentent que l'élection a été volée par le méchant antidémocrate Macron, en fait c'est une entourloupe pour se dédouaner de leur propre rôle dans cette histoire. En fait, les mélenchonistes ont retiré leurs candidats et lancé des appels pour faire élire Borne, Darmanin et un tas de gens comme ça, et aussi les Républicains d'ailleurs. Alors après, ils s'étonnent que les mêmes Borne, Darmanin, etc. fassent, une fois qu'ils sont élus, une alliance de couloir avec le RN. Quand même, Darmanin, il trouvait Le Pen trop molle sur la question de l'immigration. Est-ce que les mélenchonistes veulent faire croire qu'ils sont plus stupides qu'ils sont en réalité ? En fait, les macronistes se positionnent d'ailleurs aujourd'hui même sur nombre de points encore plus à droite que Barnier. Darmanin, il a violemment attaqué l'idée de Barnier d'une petite taxe sur les plus gros trusts capitalistes. Et sur Kanaki, le parti macroniste a envoyé un loyaliste extrémiste pour protester contre la suspension sine die par Barnier de la révision du corps électoral qui aurait officiellement rendu minoritaires les Kanaks chez eux. Alors les mélenchonistes peuvent bien déposer toutes les motions de censure et de destitution qu'ils veulent aujourd'hui. En fait, ils sont responsables pour avoir porté ce gouvernement au pouvoir. Hollande a raison de dire que LFI préférait ne pas accéder tout de suite au gouvernement. Alors, c'est intéressant de comprendre pourquoi. C'est parce qu'ils auraient dû tout de suite se démasquer en prenant des mesures anti-ouvrières pour sauver les finances du capitalisme français. Et donc ils se seraient discrédités en quelques mois et pour de longues années.
C'est pour ça que en fait, LFI n'était pas pour entrer au gouvernement et qu'il mise plutôt sur la présidentielle. Or, une fois au pouvoir, y compris Mélenchon président, LFI ferait nécessairement ce qu'elle a promis de ne pas faire, tout comme ses prédécesseurs mitterrandiens, jospiniens et hollandais. Barnier, il est à Matignon sur la base des suffrages obtenus du fait des mélenchonistes. Car ce ne sont pas les appels de François Hollande ou de Macron au Front républicain qui auraient motivé beaucoup de travailleurs à voter pour ces gens-là. Donc Barnier va d'autant mieux attaquer les travailleurs que ceux-ci sont démoralisés parce que leur propre direction les a appelés à lui apporter leur voix. C'est ça qui pave la voie au RN, d'autant plus sûrement aux prochaines élections qui approchent probablement déjà. On n'aura pas gagné du temps avec cette histoire. La classe ouvrière, au contraire, risque de se retrouver, lors de l'accession éventuelle de Le Pen au pouvoir, dans une situation qui serait encore plus faible qu'elle n'était avant les dernières élections, à cause de toutes les attaques qui se profilent immédiatement, quoi. C'est pour ça qu'il fallait lutter pour un pôle ouvrier anti-RN dans ces élections. Bon, donc vous avez sûrement tous ici lu notre dernier journal, donc je ne veux pas revenir beaucoup dessus. On explique comment nous sommes intervenus dans les élections, justement dans ce but, y compris en appelant le NPAR, Lutte ouvrière et Révolution permanente, à présenter des listes communes opposées non seulement à Le Pen, mais aussi au Front populaire. On a appelé à voter pour ces groupes parce qu'ils se disaient opposés au Front populaire et on a appelé à l'abstention au deuxième tour. Malheureusement, ces trois groupes, au contraire, se sont couchés au deuxième tour devant le Front populaire ou tout au moins devant son aile gauche. Le résultat, c'est qu'on est toujours au point zéro aujourd'hui pour construire un pôle ouvrier anti-RN. J'ai encore discuté à la manifestation syndicale avant-hier avec des militants du NPAR. Et ces militants ne comprennent pas la signification de leur propre appel à voter PCF-LFI. Ils croient qu'ils sont absous parce qu'ils ont continué entre les deux tours à critiquer les mélenchonistes et qu'ils ont continué à dire qu'on ne fait pas barrage au RN en soutenant le Front populaire. Mais alors s'ils disent ça, pourquoi voter pour eux? On se demande vraiment. Alors, critiquer les mélenchonistes, ce n'est pas suffisant dans le contexte actuel. Des millions de gens critiquaient le Front républicain, mais ils ont quand même voté pour lui, parfois en se bouchant le nez. La question, c'est de s'opposer à la France insoumise frontalement. Si on ne le fait pas, on alimente l'idée qu'après tout, c'est déjà faire un petit quelque chose contre le RN, alors qu'en réalité, c'est ainsi qu'on alimente la démoralisation et dont se nourrit le RN. L'argument du NPAR, et souvent LO fait le même argument, enfin c'est plutôt probablement le NPAR qui a repris de LO, mais bon, c'est qu'ils disent des collègues, il y a notamment des collègues d'origine immigrée, ils ont peur du RN, bien sûr c'est à juste titre, et donc par solidarité avec eux, on doit les accompagner, donc on ne va pas se dresser contre la pression de voter pour le NFP. Mais si on a un collègue qui emprunte une voie qui mène droit dans le mur, est-ce qu'on doit l'accompagner jusque dans le mur? Ou est-ce qu'on ne doit pas, au contraire, le mettre en garde, non seulement lui mettre en garde, mais lui dire de faire immédiatement demi-tour? C'est ça la question. Qui sont les vrais amis de ces collègues? Donc, ce que nous, on dit, c'est qu'il faut se ressaisir en commençant maintenant à construire une véritable opposition ouvrière au Front populaire. Le Front populaire n'est pas un demi-pas contre le RN, c'est au contraire ce qui lui pave la voie. Il faut arrêter de refaire les expériences à la Hollande, Mitterrand et Jospin. Les travailleurs ne vont commencer à prendre au sérieux les groupes se réclamant du trotskisme que dans la mesure où ils se positionnent clairement contre le Front populaire et tout particulièrement son aile gauche, sans quoi ils continueront à se fier à LFI qui les ramènera évidemment au PCF, à Hollande, à Castet, etc. Alors face à ce désastre, la première tâche, c'est de faire le bilan de ces défaites et de leurs causes. Or, pour le moment, l'extrême gauche refuse de le faire, ce qui amènera de nouvelles défaites. Elle s'est empressée de tourner la page sur son rôle dans le deuxième tour des élections, alors même que le même problème va se reposer lors des prochaines élections d'ici quelques mois. Donc la gauche recommence le même blabla sur les luttes qui, n'est-ce pas, si elles sont suffisamment combatives, elles vont nous amener comme par miracle à surmonter la bureaucratie syndicale. Tout ça sur la voie d'une grève générale pour faire reculer Macron. Exactement ce qu'on nous a dit l'année dernière et voyons où nous en sommes maintenant. L'heure n'est pas à des grandes journées d'action préparatoires à une grève générale. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de reconstituer des forces
reconstruire les syndicats sur les lieux de travail en y menant des luttes défensives. Pour qu'elles aient des chances de gagner, ça exige tout d'abord d'avancer des revendications permettant l'unification des travailleurs, comme l'embauche au plein statut et à plein temps de tous les sous-traitants, intérimaires, CDD, etc., l'unification syndicale et le contrôle syndical sur l'embauche. Tout ça, ça va de pair avec de véritables méthodes de lutte de classe. Caisse de grève préalable, des vrais piquets de grève pour décider les hésitants et dissuader physiquement les jaunes, etc. Tout ça, ça n'a rien de révolutionnaire en soi, bien sûr, mais ça exige une toute nouvelle direction dans les syndicats. Les bureaucrates en place aujourd'hui sont opposés à tout cela parce que ça va à l'encontre de comment ils voient leur propre rôle de partenaires sociaux. Nous appelons ceux qui nous écoutent à lutter sur leur propre lieu de travail pour ce genre de perspective. C'est ainsi que nous allons jeter les premiers jalons d'un pôle révolutionnaire dans les syndicats et faire avancer la lutte pour le véritable parti révolutionnaire dont a besoin la classe ouvrière aujourd'hui de façon plus urgente que jamais. Voilà, je vous remercie. Merci. Ok, on va juste laisser les camarades s'asseoir. Ok. Maintenant, c'est à Sacre avec la présentation principale sur la Palestine. Merci. Bonsoir, camarades. Cette présentation est basée sur l'article clé que nous venons de publier dans notre revue internationale Spartaciste, déjà en anglais et en espagnol, et dont la version en français apparaîtra début décembre. En reprenant les points centraux de cet article, je vais essayer de développer sur le bilan du mouvement pro-palestinien en France et d'insister sur les tâches pour les révolutionnaires qui en découlent. Après un an, presque jour par jour, de bombardements et d'offensives terrestres, Gaza a été détruite. Les sionistes continuent à chasser les Palestiniens de Cisjordanie. Les attaques d'Israël au Liban ont déjà causé des centaines de morts et le Hezbollah a été décapité, ainsi que le Front populaire pour la libération de la Palestine aux mains de Tzahal et le Mossad. Les régimes arabes et l'Iran sont paralysés, n'ayant ni l'intention ni la stratégie pour confronter l'impérialisme et son Rottweiler sioniste. Les mobilisations qui se sont multipliées partout dans le monde après l'offensive déclenchée par le Hamas le 7 octobre 2023 n'ont pas eu le moindre impact pour arrêter le génocide. En France, où le mouvement n'a jamais atteint l'ampleur massive qu'il y a eu aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les mobilisations se sont essoufflées. Israël se rapproche de plus en plus de l'objectif des sionistes, occuper toute la Palestine du Jourdain jusqu'à la mer. Face à cette catastrophe, les organisations de l'extrême gauche qui se sont mobilisées pendant cette dernière année pour Gaza refusent de faire le moindre bilan sérieux du mouvement. Que ce soit en Palestine ou ici en France, elles sont surtout incapables de montrer une voie en avant vers la libération palestinienne. Ce n'est qu'un exemple de plus de l'échec du mouvement marxiste depuis 100 ans à élaborer une stratégie révolutionnaire pour la lutte de libération palestinienne. Depuis les zigzags du Parti communiste de Palestine, des premières années jusqu'à l'adulation envers l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat dans les années 1970, en passant par le soutien de Staline à la Nakba en 1948, le mouvement marxiste traîne avec lui le poids d'une histoire désastreuse sur la question palestinienne. Il n'a pas réussi à se constituer un pôle sérieux d'opposition au sionisme, au nationalisme et à l'impérialisme. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de tirer les leçons de ces échecs et de tracer une perspective pour vaincre l'État sioniste et ouvrir la voie à la libération et à l'émancipation sociale des Palestiniens. Le sionisme était depuis le début une réponse nationaliste réactionnaire à l'oppression des Juifs.
Elle reposait sur la spoliation et l'expulsion du peuple palestinien de son pays. Le nœud de la question palestinienne, c'est que deux nations revendiquent le même territoire et qu'aucune des deux n'a d'autre endroit où aller. On ne peut remédier aux injustices historiques infligées aux Palestiniens en créant un État palestinien croupion, établi sur un lambeau du territoire historique de la Palestine et sous la menace permanente d'un État sioniste beaucoup plus puissant, parce qu'on n'y arrivera pas non plus en confrontant la nation israélienne tout entière, qui ne manquera pas de se battre jusqu'à la mort pour son existence nationale. Il faut au contraire briser l'État sioniste de l'intérieur en coupant les liens qui enchaînent les masses laborieuses au projet sioniste. La base pour y parvenir, ce sont les intérêts des classes de travailleurs d'Israël qui sont eux-mêmes exploités par la classe dirigeante sioniste et dont les conditions de vie sont dégradées par l'oppression des Palestiniens et par le rôle de pions de l'impérialisme qu'on leur fait jouer dans la région. L'émancipation de la classe ouvrière israélienne passe par la libération nationale de la Palestine. Comme l'écrivait Engels, une nation qui en opprime une autre ne peut être libre. L'oppression des Palestiniens n'est pas dans l'intérêt des classes de travailleurs israéliens. Les conditions de vie oppressantes, c'est-à-dire la militarisation de la société, le rôle dominant de la réaction religieuse, l'oppression raciale, les inégalités criantes, sont toutes les produits de l'oppression des Palestiniens. Cette poudrière théocratique d'oppression des classes ethniques et de genre ne tient pour l'essentiel que grâce à l'idéologie sioniste. La base matérielle existe pour gagner la classe ouvrière israélienne à la révolution et à la libération des Palestiniens, ce qui exige une rupture complète avec le sionisme. Prenons l'exemple des Juifs arabes, les Mizrahim. Ces Juifs qui vivaient autrefois dans tous les Moyen-Orient ont été contraints d'émigrer en Israël par la montée de l'antisémitisme attisé par les régimes arabes, ainsi que par des provocations sionistes après la Nakba. En Israël, ils ont été traités comme les sionistes traitent les autres Arabes, c'est-à-dire comme des sauvages arriérés. Dans les années 1970, les Mizrahim représentaient 50% de la population juive israélienne. Bien que leur statut fût plus élevé que celui des citoyens palestiniens d'Israël, ils s'étaient maintenus au bas de l'échelle dans la société juive israélienne par la classe dirigeante ashkénaze et ils s'étaient condamnés aux pires emplois et aux pires conditions de vie régies par la ségrégation. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les Mizrahim ont beaucoup à gagner à lutter pour la libération des Palestiniens qui sont opprimés par le même État et la même classe dirigeante sioniste qu'eux. Mais en cherchant à s'intégrer dans la société israélienne, cette couche sociale adhère souvent aux positions sionistes les plus extrêmes. Cette contradiction est au cœur du problème de la révolution en Israël. Les couches qui sont idéologiquement les plus réactionnaires sont celles qui ont le plus forte raison matérielle de se révolter. Tandis que les couches libérales vers lesquelles se tourne la plus grande partie de la gauche sont en fait davantage attachées matériellement au statu quo. Au cœur de la question palestinienne se trouve un problème national, mais ce problème ne peut être résolu dans un cadre strictement national. Le moindre pas en avant vers la libération de la Palestine se heurte à tout l'ordre capitaliste au Moyen-Orient. De ce fait, il est évident que la lutte de libération palestinienne requiert une direction révolutionnaire qui réalisera la fusion de la cause nationale et de l'émancipation sociale de la classe ouvrière dans toute la région. Autrement dit, le programme trotskiste de la révolution permanente. Et c'est en fin de compte le corps du programme trotskiste que beaucoup de soi-disant communistes rejettent aujourd'hui quand ils lancent des appels à l'unité qui ne prennent pas pour point de départ la libération des opprimés. Lutte ouvrière est bien connue sur ce plan.
Il est fier de se mettre aux marges des manifs, derrière des banderoles comme, je cite, « Contre l'impérialisme et ses manœuvres, contre Netanyahou et le Hamas, prolétaires de France, de Palestine, d'Israël, unissons-nous ». Ils ont répété la même ligne dans son éditorial de ce lundi qui dit « Il y a une expression et une seule pour désigner les agissements d'Israël au Liban et à Gaza, le terrorisme d'État. Et ce terrorisme ne diffère de celui du Hamas ou de Hezbollah que par les moyens plus importants dont il dispose. » Ça, c'est l'éditorial de l'outre-ouvert de ce lundi. La perspective exprimée par ces phrases mettant dos à dos le régime sioniste et le Hamas met aussi un pied d'égalité le nationalisme de l'oppresseur et celui des opprimés et renonce à la lutte pour la libération nationale de la Palestine, la seule base possible pour arriver à l'unité des travailleurs israéliens et palestiniens. La révolution bolchevique a libéré les Juifs de l'ancien empire russe, celui des sangs noirs et des pogroms. Grande masse de Juifs voyaient dans la doctrine marxiste et non dans les récits bibliques du sionisme la clé de leur propre émancipation et les moyens pour construire une société nouvelle. À peu près une semaine après la prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie, les Britanniques accordèrent, par la déclaration Balfour, leur soutien au projet colonial sioniste, consistant à découper un foyer national juif dans la chair de la Palestine arabe, laquelle ils venaient de prendre à l'Empire ottoman en décomposition. Il s'agissait d'une manœuvre cynique visant à attiser un conflit national dans la région afin de renforcer la domination britannique. Comme le sionisme nécessitait pour sa survie le soutien direct de l'impérialisme, d'abord britannique puis américain, la colonie de peuplement juif s'est construisie comme une forteresse de la réaction impérialiste dirigée contre le reste du Moyen-Orient. L'internationale communiste, sous la direction de Lénine et Trotsky, a maintenu une opposition frontale à l'idéologie sioniste et à sa mise en pratique en Palestine. Les thèses sur la question coloniale du deuxième congrès de l'ICE en 1920 expliquaient qu'en Palestine, merci. Très bien. Qu'en Palestine, je cite, sous prétexte de créer un État juif, en ces pays où les juifs sont en nombre insignifiant, le sionisme a livré la population indigne des travailleurs arabes à l'exploitation de l'Angleterre. Quand le groupe Coalition Travailleurs de Sion a demandé son adhésion à l'internationale communiste, celle-ci a répondu qu'il fallait rompre avec le sionisme et s'opposer concrètement à l'immigration juive en Palestine. L'ICE, l'internationale communiste, a aussi exigé que Coalition change son nom, lequel indiquait son affiliation sioniste à Parti communiste de Palestine. La majorité des coalitions a refusé ces conditions. Quand l'adhésion du Parti communiste de Palestine fut acceptée en 1924, les staliniens s'étaient déjà emparés du pouvoir politique en Union soviétique et l'ICE avait entamé sa dégénérescence. Auparavant instrument de la révolution mondiale, elle s'est transformée en appendice de la politique étrangère stalinienne et sur la base de la perspective réactionnaire de la construction du socialisme dans un seul pays, coexistant pacifiquement avec l'impérialisme. De ce fait, les interventions de l'ICE dans le PCP n'avaient pas pour guide ce qu'il fallait faire pour construire un parti révolutionnaire. Au moment de sa fondation, le PCP s'opposait officiellement au sionisme, mais cette rupture était partielle. Le PCP s'était constitué à partir de l'aile gauche de Coalition et ses militants continuaient à s'identifier au sionisme de gauche. Beaucoup quittaient tout simplement la Palestine une fois gagnés au communisme pour échapper à l'enfer sioniste. Le PCP cherche bien à favoriser l'unité entre Arabes et Juifs, mais sans s'opposer frontalement au sionisme.
l'approche du PCP revenait implicitement à exiger des masses arabes comme condition préalable à l'unité, qu'elles se défassent de leurs aspirations nationales légitimes. La lutte contre le sionisme devait être mise de côté pour s'unir contre les patrons. Et c'est toujours la ligne de lutte vers les NPA-R, malheureusement. L'immigration massive des colons juifs européens qui a suivi provoque une réaction croissante de la part de la population arabe. Des révoltes de plus en plus violentes éclataient. C'est dans ces luttes que les Palestiniens développèrent une conscience nationale distincte de celle des populations arabes du reste de la région. Jusqu'au milieu des années 30, l'international communiste intervint pour obliger le PCP à s'orienter vers la majorité arabe. Mais les staliniens mirent en œuvre cette politique par des méthodes bureaucratiques et au service d'objectifs réformistes. Ce tournant s'accompagne des zigzags entre des dénonciations catégoriques et stériles de la direction nationaliste arabe, qualifiée de pas autre chose qu'un instrument de la réaction, et une attitude totalement conciliatrice envers ses mêmes dirigeants. Ces changements dans le parti coïncidèrent avec l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne, ce qui provoqua en Palestine l'arrivée d'un flot de juifs allemands. De 1933 à 1936, plus de 130 000 juifs arrivèrent en Palestine. Cela porte les tensions entre juifs et arabes à un niveau inégalé, conduisant à la grande révolte arabe de 1936-39, un soulèvement qui fut marqué par des manifestations, des révoltes paysannes et une grève générale et une insurrection armée. Les communistes palestiniens soutinrent la direction de cette révolte. Au début, ils mirent toute leur influence au service du mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui en avait pris la tête. Al-Husseini avait été nommé en 1921 par le haut-commissaire britannique, qui le considérait comme un maillon essentiel au maintien de la stabilité en Palestine. Bien que loyal à l'Empire britannique, Al-Husseini voyait dans les projets sionistes une menace pour l'élite arabe qu'il représentait, ce qui le conduisit initialement à prendre la direction de la révolte. Mais à mesure que le mouvement se développait, les ouvriers et les paysans insurgés commençaient à menacer les intérêts des grands propriétaires fonciers, une classe à laquelle ils appartenaient. En conséquence, le mufti conclut en 1936 un accord avec les Britanniques pour mettre fin à la grève générale et les aida à réprimer la première phase de la révolte arabe. Il était parfaitement correct que le PCP soutienne cette révolte et même qu'il lutte aux côtés du mufti. Mais il fallait le faire de façon critique, en montrant aux masses à chaque étape comment le mufti entravait le développement de la lutte, y compris de par son antisémitisme qui empêchait de gagner à la cause les travailleurs juifs. Au lieu de cela, le PCP apporte son soutien à ses dirigeants cléricaux qui non seulement conduisit le mouvement à la défaite, mais qui aussi littéralement supervisa des massacres des communistes. Depuis les élites traditionnelles des premières années jusqu'aux nationalistes contemporains, la direction du mouvement palestinien a toujours représenté les intérêts d'une couche supérieure qui est bien obligée de s'opposer au projet sioniste, mais qui, compte tenu de sa position de classe, est incapable de vaincre l'impérialisme et le sionisme. L'exploitation brutale des Palestiniens et leur résistance héroïque les placent à l'avant-garde de la lutte contre l'impérialisme au Moyen-Orient. Mais les masses arabes, turques et iraniennes sont divisées, séparées entre des États rivaux gouvernés par des cliques de monarques, de religieux et de dictateurs qui font passer leurs intérêts réactionnaires avant la lutte contre l'impérialisme et le sionisme. Le problème historique du mouvement de la libération palestinienne consiste à chercher le soutien de ces couches privilégiées
au lieu d'unifier toute la population laborieuse du Moyen-Orient dans une lutte contre ses propres dirigeants et leurs parents impérialistes. Ce problème est inhérent au nationalisme. Il ne voit le conflit qu'à travers le prisme des antagonismes nationaux. Ainsi, les nationalistes palestiniens ne peuvent rien imaginer d'autre que combattre contre la nation israélienne tout entière, une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner, s'appuyer sur les régimes arabes sur lesquels ils ne peuvent pas compter et manœuvrer entre les différentes grandes puissances qui bénéficient directement de l'oppression des Palestiniens. La répression de la révolte de 1936-39 consolida la base militaire et économique pour un État sioniste séparé. L'impérialisme britannique utilisa la Haganah, une milice sioniste forte de plus de 10 000 hommes, pour réprimer le soulèvement. Près de 10% des hommes arabes furent tués, blessés, emprisonnés ou exilés, y compris le Mufti et presque toute la direction nationaliste palestinienne. L'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale accéléra la trajectoire catastrophique suivie par le PCP. En particulier, suivant le sort de Staline, il enjoignit aux Palestiniens, tout comme aux Juifs, de rejoindre les camps britanniques dans la guerre démocratique contre l'Allemagne fasciste. Le soutien à l'impérialisme britannique était impopulaire parmi les militants communistes arabes. Même s'ils ne s'opposaient nécessairement au soutien des staliniens à l'impérialisme britannique dans cette guerre, ils ne pouvaient pas avaler le fait que le PCP recrute des Arabes pour l'armée britannique détestée. En quelques années, cette divergence et des divisions nationalistes de plus en plus profondes conduisirent les militants arabes du PCP à scissionner et à fonder une nouvelle organisation de gauche, la Ligue des libérations nationales. Le PCP était une fois encore réduite à ses militants juifs. Cette nouvelle capitulation prépara le terrain à ce qui allait devenir la plus grande trahison du PCP, son soutien à Israël pendant la Nakba. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire britannique était en train de s'effondrer. Cela conduisit au retrait britannique de Palestine, l'autorité sur le territoire étant transférée aux Nations Unies. En 1947, l'Assemblée générale de l'ONU adopte un plan de partition qui divisait la Palestine entre un État arabe et un État israélien. On accorde au second une grande partie du territoire dont beaucoup de zones habitées par une population majoritairement arabe. Pour les sionistes, ce n'était pas assez. Dès le vote par l'ONU de la partition de la Palestine, ils déclenchèrent une offensive qui aboutit au déplacement de plus de 700 000 Palestiniens et à la conquête de 78% du territoire de la Palestine historique. Les Palestiniens appellent ce nettoyage ethnique massif qui donne naissance à Israël la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. La Ligue arabe, une coalition réunissant l'Égypte, la Transjordanie, l'Irak et la Syrie, intervient militairement contre Israël. Le roi de Transjordanie, Abdallah Ier, joue un rôle central dans ce conflit. Après avoir initialement intrigué avec les Britanniques et les sionistes pour empêcher la formation d'un État palestinien et pour annexer une partie du territoire palestinien, il fut finalement poussé à la confrontation avec Israël et il représentait la force militaire la plus sérieuse de la coalition. Son rôle traître contribuait de façon significative à la défaite de la coalition, défaite qui scella le sort des Palestiniens. Mais le roi Abdallah n'a jamais prétendu être un révolutionnaire marxiste. Joseph Staline, d'un autre côté, a trahi la cause palestinienne au nom du communisme et de l'Union soviétique. Ce fut Staline, avec le président américain Truman, qui pousse à l'adoption par l'ONU de la résolution sur la partition. Ce fut l'Union soviétique qui fut le premier pays à reconnaître officiellement l'État d'Israël.
Ne s'arrêtant pas à des trahisons diplomatiques, le bloc soviétique envoya de 1948 à 1949 des armes à la Haganah par l'intermédiaire de la Tchécoslovaquie, fournissant ainsi un équipement crucial aux militionnistes qui s'acharnaient sur les villes et les villages palestiniens. Le soutien de l'Union soviétique à la Nakba fut une trahison de proportions historiques, tout particulièrement parce que l'URSS était vue dans le monde entier comme la direction de la classe ouvrière et de la révolution coloniale. Naturellement, les divers partis communistes et organisations staliniennes qui aujourd'hui participent aux manifestations pour la Palestine escamotent ou nient cet héritage lamentable. Outre le Parti communiste, il existait aussi en Palestine un petit noyau trotskiste, venant principalement du sionisme, avec lequel ils ne rompirent jamais complètement. Ces militants s'étaient organisés à la fin des années 1930 dans la Ligue communiste révolutionnaire, LCR. Les difficultés que le mouvement trotskiste pour élaborer un programme révolutionnaire pour la Palestine résultèrent en grande partie du fait qu'il fut décimé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Trotsky lui-même avait été assassiné en 1940 sur ordre de Staline, et beaucoup des cadres les plus expérimentés de la 4e internationale furent tués par les staliniens ou par les nazis. Le mouvement trotskiste sortit de la guerre affaibli et désorienté par les profonds changements qui se déroulaient dans le monde. S'agissant de la Palestine et de la question juive, ces mouvements affaiblis subissaient une forte pression pour adopter une attitude conciliante envers le sionisme. On était au lendemain de l'Holocauste et des centaines de milliers de survivants interdits d'entrer dans les pays impérialistes croupissaient dans des camps de personnes déplacées. Ces pressions s'étaient renforcées par le fait que les staliniens, les sociodémocrates et la plus grande partie du mouvement syndical américain et européen soutenaient la création d'Israël. Cette désorientation continue jusqu'à nos jours. Et le soutient toujours que, face à la barbarie nazie, la création d'un État juif était, je cite, une aspiration légitime. Ils ont écrit ça en novembre dernier. Mais, l'auteur rajoute, cette aspiration, je cite, n'impliquait pas forcément qu'elle se réalise contre les populations arabes. En fait, il y avait la place sur ce territoire palestinien pour que les deux peuples puissent vivre en bonne entente, à la condition que cela se fasse dans le respect des droits de chacun. Fin de citation. Mais non, comme nous l'avons vu, le sionisme a été dès le début une réponse réactionnaire à l'oppression des Juifs. Et la migration massive des Juifs en Palestine et sa colonisation allaient évidemment à l'encontre des droits nationaux et des besoins élémentaires des masses arabes. La 4e internationale au moins s'opposa au plan de l'ONU pour la partition de la Palestine. Le Revolutionary Communist Party britannique écrivit par exemple en 1947 que, je cite, la participation de la Palestine est réactionnaire à tout point de vue. Ni les Juifs ni les masses arabes n'ont rien à y gagner. Toutefois, dans la guerre entre les sionistes et la Ligue arabe, la 4e internationale refusa de choisir le camp arabe, dénonçant ce dernier et les sionistes comme également réactionnaires. En Palestine, la LCR développa la même position dans un éditorial intitulé « Contre les courants ». Je cite, « Nous disons aux travailleurs juifs et arabes, l'ennemi est dans votre propre camp ». Ça, c'était mai 1948. Mais c'est totalement faux. La guerre de 1948 était une guerre d'expansion nationale menée par les sionistes contre la population arabe palestinienne. Malgré la nature réactionnaire du roi Abdallah et des autres dirigeants arabes, et malgré toutes leurs machinations, ils luttaient objectivement contre le nettoyage ethnique des Palestiniens. La seule position juste pour les marxistes dans ces conflits
était de choisir le camp de la Palestine et des Arabes. Et ça compte aussi pour 67, 73, 82, etc. Le refus des trotskistes de le faire en 1948 représentait une capitulation devant le sionisme face à la Nakba, une trahison totale. Pourtant, presque tous les trotskistes d'aujourd'hui y voient un exemple à suivre, ce qui rend impossible une intervention révolutionnaire aujourd'hui. C'est vrai qu'il s'agisse de notre organisation jusqu'aujourd'hui, parce qu'on a répudié cette position, ou qu'il s'agisse de l'internationale communiste révolutionnaire, des rentistes, des deux tendances bolcheviques, de la Ligue pour la 4e internationale ou la fraction trotskiste de Révolution permanente. Ces derniers, Révolution permanente, écrit ainsi dans un article de décembre dernier. Je cite, « Nous pensons que les trotskistes juifs palestiniens de la fin des années 1940 avaient la seule vision réaliste pour résoudre le conflit. Les trotskistes juifs palestiniens de la fin des années 40 avaient une position de défaitisme dans la guerre de 1948. En quoi cette position défaitiste sur la Nakba a contribué en quoi que ce soit à résoudre les conflits, c'est ce que la Révolution permanente doit toujours expliquer. Les frontières créées suite à la victoire israélienne dans la guerre de 1948 constituent ce qu'on appelle la ligne verte. Elles ont été reconnues par une résolution de l'ONU après la guerre de 1967. Cette résolution est devenue une pierre angulaire du conflit israélo-palestinien. Elle sert de base aux divers traités de paix conclus par Israël et à toutes les discussions sur une solution à deux États. On ne peut pas parler de libération de la Palestine sur la base de cette ligne verte et de la résolution de l'ONU de 1942. Mais des libéraux pro-palestiniens comme le mouvement BDS, des sionistes libéraux et des réformistes de toutes espèces défendent la ligne verte comme constituant les frontières légitimes d'Israël. Cet argument vise à créer une fausse distinction entre les terres volées aux Palestiniens pendant la guerre de 1948 et celles qui l'ont été dans les phases d'expansion ultérieures. Ce sont donc alors seulement les territoires occupés après 1967 qui sont considérés comme des territoires occupés, entre guillemets. Il est facile pour des sionistes libéraux fortunés habitants à Tel Aviv, de parler avec mépris des juifs plus pauvres qui vivent en Cisjordanie en les qualifiant de colons. La réalité, c'est que l'État d'Israël tout entier est une colonie de peuplement bâtie sur la dépossession des Palestiniens. Le fait de s'opposer uniquement aux expansions israéliennes d'après 1967 nourrit l'illusion qu'il pourrait y avoir une solution en forme de demi-mesure réformiste à la question palestinienne, où les Israéliens ouvriraient les yeux, se retireraient derrière la ligne verte et laisseraient les Palestiniens construire un État croupion. Croire à cela, c'est ne rien comprendre au projet sioniste, dont les défenseurs lutteront jusqu'à la mort pour chaque pouce de la terre promise volée aux Palestiniens. Avancer des mots d'ordre comme la fin de l'occupation des soldats israéliens et colons hors des territoires occupés, en référence au seul territoire au-delà de la ligne verte, c'est accepter implicitement la légitimité de l'État d'Israël. Notre propre tendance à un héritage entaché sur la question de la Palestine. On le voit très clairement dans un article de 1968 titré « Le conflit israélo-arabe, retourner les fusils », qui non seulement adoptait rétrospectivement une position de soutien à Israël dans la guerre de 1948, mais de plus préconisait le défaitisme de deux côtés dans la guerre d'expansion sioniste de 1967. Cet article réclamait, je cite, la signature d'un traité de paix sur la base de la ligne d'armistice de 1949 et ainsi la reconnaissance par les Arabes
du droit à l'existence d'une nation hébraïque. Fin de citation. Cette position pro-israélienne fut modifiée dans un article de ligne majeure de 1974. La tendance spartaciste, notre tendance, y adopte la ligne un petit peu moins réactionnaire une ligne un petit peu moins réactionnaire sur la guerre de 48, c'est-à-dire le défaitisme des deux côtés. Mais c'est toujours une ligne réactionnaire. De plus, cet article développait la soi-disant théorie des peuples interpénétrés. Je cite: la question démocratique de l'autodétermination pour chacune des deux nationalités au peuple qui s'interpénètre géographiquement ne peut être résolue de façon équitable conceptuellement que dans le cadre de la prise de pouvoir par le prolétariat. Fin de citation. Il est exact qu'une juste résolution du conflit palestinien requiert le pouvoir prolétarien, mais tous les programmes derrière cette théorie des peuples interpénétrés consistait à proclamer la nécessité d'une révolution socialiste tout en rejetant l'obligation de placer la lutte de libération nationale des Palestiniens au centre de notre stratégie révolutionnaire. Au lieu de cela, nous considérions la révolution socialiste comme un processus où les deux groupes nationaux se débarrasseraient de leurs sentiments nationaux en faveur de l'unité sur les revendications économiques et d'une solidarité libérale. Et même si, autant que je sache, ni Lutte ouvrière ni le NPAR invoquent la théorie des peuples interpénétrés, c'est cela la base de toute leur approche de la question palestinienne et de la question nationale en général. Je reviendrai là-dessus plus tard. Nous pressentions la lutte pour l'autodétermination des Palestiniens comme illégitime, en invoquant l'épouvantail que toute lutte en ce sens violerait les droits à l'autodétermination des Israéliens. Dans ce cadre, notre tendance lançait des appels abstraits à l'unité en avançant des mots d'ordre comme « pas juif contre arabe, mais classe contre classe ». Ces dernières années, la propagande de notre tendance dénonçait fermement la terreur sioniste, mais refusait toujours de mettre la question de la libération nationale des Palestiniens au centre de toute perspective révolutionnaire. La question de l'autodétermination pour Israël est un faux problème. Les Israéliens ont déjà un État. Dans la situation actuelle, refuser de lutter pour l'autodétermination palestinienne au nom de celle des Israéliens revient simplement à défendre le statu quo sioniste. La vraie question est que les Palestiniens doivent exercer leur droit à l'autodétermination d'une manière compatible avec le maintien de l'existence d'une nation juive au Proche-Orient. Ce sera possible seulement sous la forme d'un État unifié binational basé sur la résolution de l'injustice historique commise à l'encontre des Palestiniens et où les deux nations jouiront de plein droit démocratique en matière de langue, de culture et de religion. Un tel État ne pourra être créé qu'en brisant l'État sioniste et par un bouleversement révolutionnaire de toute la région. Dans la période suivant la Deuxième Guerre mondiale, des soulèvements anticoloniaux éclatèrent aux quatre coins du monde. En Égypte, suite au coup d'État de 1952 des officiers libres qui portent au pouvoir le colonel Gamal Abdel Nasser, celui-ci se fit l'avocat du nationalisme pan-arabe et de l'unité des États de la Ligue arabe pour chasser les impérialistes et les sionistes de la région. En 1956, Nasser nationalisa le canal de Suez en expropriant les Britanniques et Français et il y interdit les passages de navires israéliens. Cette action fut immensément populaire au Moyen-Orient et dans tout le tiers-monde. En réponse, Israël envahit l'Égypte conjointement avec la Grande-Bretagne et la France. Mais confrontés à une grosse pression des États-Unis et de l'URSS, les forces d'invasion se retirèrent
peu après, subissant une humiliante défaite. En mai 67, Nasser ferme à nouveau le canal aux navires israéliens. Israël riposte à nouveau. Il détruisit presque toute l'armée de l'air égyptienne par une frappe préventive et lance ensuite une offensive terrestre dans la péninsule égyptienne du Sinaï, ainsi que dans la bande de Gaza occupée par l'Égypte. Cela provoque une nouvelle guerre entre la Ligue arabe et Israël, qui se termine par une nouvelle défaite désastreuse pour les Arabes. À la fin de la guerre de 6 jours, Israël s'était emparé du plateau du Golan Syrian, de la Cisjordanie, jusque-là annexée par la Jordanie, et de la bande de Gaza alors occupée par l'Égypte. Environ 300 000 Palestiniens sur un peu moins d'un million furent expulsés de Cisjordanie. C'était un nouveau déplacement des populations qui devait avoir des conséquences à long terme. Jusqu'à cette époque, les nationalistes palestiniens avaient placé leurs espoirs de libération dans des régimes arabes comme celui de Nasser. Mais la défaite de 1967 montrait clairement qu'Israël, soutenu par les États-Unis, surpassait de très loin les forces arabes dans une guerre conventionnelle. À la suite de cette défaite, et confrontés aux trahisons sans fin des régimes arabes, les nationalistes palestiniens tirèrent la conclusion qu'ils avaient besoin d'une plus grande indépendance par rapport à leurs parents et ils intensifièrent leur stratégie de lutte de guérilla inspirée des modèles cubains et vietnamiens. L'OLP de Yasser Arafat devint la principale force du mouvement nationaliste palestinien. L'OLP avait toujours besoin du soutien des régimes arabes, soutien qu'il s'assura en adoptant un principe de neutralité, c'est-à-dire en s'engageant à ne pas critiquer ces régimes. Le Front populaire pour la libération de la Palestine, celui qui vient d'être attaqué par l'armée israélienne au Liban, et le Front démocratique pour la libération de la Palestine, deux organisations s'inspirant du marxisme-léninisme, critiquèrent cette capitulation, mais ils partageaient dans l'ensemble la stratégie guérilliste de l'OLP. La fin des années 1960 et les années 70 furent marquées par une série de détournements d'avions, d'attentats à la bombe et de prises d'otages. Le terrorisme individuel en tant que tactique a toujours été rejeté par le mouvement marxiste, qui base sa perspective sur la mobilisation des masses laborieuses. La nature du conflit palestinien donne à la voie guérilliste un rôle encore plus désespéré et contre-productif. Pour commencer, contrairement aux républiques bananières, entre guillemets, maintenues par la corruption impérialiste, l'État israélien repose sur les bras armés de toute une nation. Étant donné de plus le soutien massif qu'il reçoit de ses parents impérialistes, les Palestiniens ne peuvent pas briser l'État d'Israël par des moyens militaires conventionnels, et encore moins par des tactiques terroristes. Deuxièmement, les actes terroristes contre des civils israéliens, y compris ceux perpétrés par le Hamas le 7 octobre, n'affaiblissent pas la forteresse sioniste, mais au contraire, ils la renforcent en soudant plus étroitement la population à ses dirigeants. Troisièmement, l'objectif de la voie guérilliste en Palestine a toujours été de faire pression sur les régimes arabes ou sur les puissances impérialistes pour qu'ils s'intercèdent en faveur des Palestiniens. Une entreprise évidemment futile et suicidaire. La résistance militaire, y compris dans des fronts uniques avec des forces nationalistes, a une importance cruciale bien sûr, mais elle doit faire partie intégrante d'une stratégie révolutionnaire plus large qui doit inclure des efforts pour gagner des secteurs de la société israélienne, essentiellement la classe ouvrière. Il n'y a tout simplement pas d'alternative à la nécessité de briser l'État d'Israël de l'intérieur. Après 1967, la plus grande partie de la gauche occidentale fit le grand écart. Après avoir capitulé devant le sionisme
libérale, elle s'est mise à acclamer la résistance nationale palestinienne, y compris en justifiant le guerrillisme. Cela empêcha de gagner au communisme les meilleurs militants nationalistes. En fin de compte, une grande partie de cette gestion de l'impérialisme américain était symptomatique d'une période caractérisée par l'hégémonie américaine et le triomphe du libéralisme dans la guerre froide. Les États-Unis pouvaient se permettre de s'engager dans de grandioses projets pour la paix sur Terre dans le cadre de la Pax Americana. Cette initiative pour résultat les accords d'Oslo, conclus au début des années 90 sous l'égide des États-Unis. Ces accords représentèrent une capitulation majeure de la part de l'OLP. Elles reconnaissaient l'État sioniste, reniant ainsi la charte de l'OLP de 1968, qui définissait la Palestine comme, je cite, une unité territoriale indivisible. Les sionistes profitèrent de la capitulation de l'OLP pour pressurer davantage encore les Palestiniens en réduisant petit à petit leur territoire et en lançant des attaques continuelles contre Gaza et la Cisjordanie. Ce processus atteignit son point culminant avec la signature sous l'administration Trump des accords d'Abraham qui jetaient les bases de la normalisation des relations entre les États arabes et Israël en reconnaissant la souveraineté de ce dernier. La trahison patente de l'OLP conduisit les Palestiniens à se tourner de plus en plus nombreux vers le Hamas et autres forces islamistes qui offraient une confrontation plus radicale avec Israël. Une décennie d'affrontements sporadiques entre Israël et le Hamas a abouti à l'attaque frontale contre Israël lors de l'opération Déluge d'Al-Aqsa du 7 octobre. Cette attaque et la réaction génocidaire israélienne qui a suivi a fracassé le statu quo dans la région et enfoncé le dernier clou dans le cercueil des accords d'Oslo. Parlons finalement de la France. Dans le contexte de la crise de l'hégémonie américaine, l'impérialisme français décrépit se trouve les dos contre le mur, devenu de plus en plus impuissant face aux défis de la situation mondiale nouvelle. Les anciens maîtres du Liban, de la Syrie et le Maghreb ne pèsent guère dans le Moyen-Orient et le monde arabe. Israël est un élément clé de l'ordre américain chancelant. La répression inouïe contre les manifs pro-Palestine, la campagne diffamatoire contre Mélenchon et contre toute voix qui ose dénoncer le massacre, aussi inoffensive qu'elle soit, comme dans le cas de l'anthropologue libéral Didier Fassin, tout cela est l'expression de la défense hystérique de l'ordre impérialiste de la part des capitalistes français. Et cela va la main dans la main avec l'oppression de la minorité musulmane ici. Les capitalistes ne vont pas arrêter leur soutien à Israël, au moins qu'ils aient peur de tout perdre. Pour y arriver, il faut une stratégie et une direction ouvrière capable de confronter et vaincre les impérialistes. La popularité de Mélenchon, notamment dans les quartiers du pays et parmi la jeunesse antiraciste, vient du fait que, de pair avec ses dénonciations de la terreur policière et l'islamophobie en France, il s'est érigé en principale figure de l'opposition au génocide sioniste. Et c'est cela qui lui a valu être écarté à son corps défendant de l'arc républicain. Mais s'ils ont franchi certaines lignes rouges de la bourgeoisie, le rôle des mélenchonistes, la main dans la main avec les bureaucrates syndicaux, a été d'enfermer le mouvement dans un cadre impuissant d'appel à l'ONU à promouvoir une intervention plus active et plus indépendante des Américains de la part de l'impérialisme français, dans un but soi-disant pacificateur. Mélenchon n'ira jamais plus loin que cela parce que la libération nationale palestinienne mettrait en cause le rôle de l'impérialisme français lui-même. Et tous les programmes de Mélenchon cherchent à renforcer la compétitivité du capitalisme français face à ses rivaux et lui redonner sa place de jadis dans le monde. Comme vous savez, le printemps dernier, il y a eu une brève éclosion de lutte étudiante pour Gaza.
Les étudiants ont certes montré beaucoup de courage face à la répression immédiate et brutale, mais leur perspective libérale exigeant boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël a bientôt conduit le mouvement à l'impasse. La stratégie BDS dépend tout simplement du pouvoir d'achat des consommateurs, comme vous et moi, de l'opinion publique et des institutions de l'impérialisme. Le but des protestations étudiantes n'était pas de créer une crise qui pourrait déclencher des actions ouvrières contre le génocide, mais de moraliser les administrations universitaires. Et cela coïncide parfaitement avec le mélanchonisme. Ce n'est pas par hasard que Rima Hassan et Louis Boyard étaient omniprésents dans les protestations des étudiants lors de la campagne pour les européens le 31 dernier. Le républicanisme de gauche mélanchoniste, le libéralisme BDS des collectifs universitaires et Urgence Palestine ont conduit à la démoralisation et l'essoufflement du mouvement. La gauche trotskiste a refusé de jouer le moindre rôle pour pousser en avant le mouvement à travers la rupture avec le libéralisme. D'un côté, on trouve l'ouvrière. Bien qu'il s'oppose aux bombardements israéliens sur Gaza, il dénonce la lutte de libération palestinienne comme une cause nationaliste réactionnaire. Ainsi, elle a écrit récemment, je cite, « Aux perspectives étroitement nationalistes d'une petite bourgeoisie palestinienne qui revendique d'avoir dans le Moyen-Orient dominé par l'impérialisme la petite place que celui-ci voudra bien lui reconnaître, les révolutionnaires doivent opposer celle de la lutte du prolétariat dans la région et à l'échelle internationale pour renverser l'impérialisme. » Fin de citation. Mais toute véritable lutte anti-impérialiste dans la région doit avoir comme point de départ les aspirations nationales des Palestiniens. L'opposition que fait ELO entre la libération nationale palestinienne et la lutte du prolétariat pour renverser l'impérialisme n'est qu'une supercherie sectaire. En refusant de faire de la libération palestinienne le levier fondamental de la révolution socialiste, ELO fait obstacle à celle-ci, la renvoyant à un futur indéterminé. Le rôle des révolutionnaires n'est pas de répéter ad nauseam des vérités abstraites telles la nécessité de la révolution socialiste et d'un parti révolutionnaire, mais d'intervenir dans les luttes vivantes des travailleurs et des opprimés pour montrer une voie en avant vers ces buts à chaque étape. Avec quelques milliers de militants et une implantation significative dans la classe ouvrière, ELO est bien placé pour jouer un rôle important dans la construction des pôles révolutionnaires d'opposition dans les syndicats, c'est-à-dire l'embryon du Parti communiste révolutionnaire qu'elle souhaite de ses voeux. Mais au lieu de cela, elle choisit de revendiquer sa propre futilité en insistant, que ce soit par rapport au génocide en Palestine ou aux législatives en France, qu'elle n'a le moindre poids pour influencer les événements. Le NPAR avance la même ligne économiste des secteurs que l'ELO. Il écrivait en novembre dernier que, au lieu du, je cite, terrain nationaliste, d'un territoire de peuple avec frontières pour enfermer les peuples, un État pour les contrôler quand ce n'est pas pour les museler, fin de citation, il faudrait poser les problèmes en termes de classe et d'internationalisme. Comment le NPAR propose la façon suivante. Les travailleurs israéliens sont des travailleurs et, comme tels, ils sont contraints d'engager tôt ou tard le faire contre leurs exploiteurs. Et c'est là qu'ils pourraient se retrouver aux côtés des travailleurs arabes israéliens, chrétiens israéliens et palestiniens. Car il faudra des luttes communes contre un ennemi commun pour commencer à combler le fossé entre Israéliens et Palestiniens. Fin de citation. Les platitudes de ce genre sur l'unité ouvrière contre les patrons capitalistes dans la lutte syndicale et économique ne veulent rien dire si elles ne partent pas de la libération nationale des Palestiniens.
Le sectarisme stérile de Hello et du NPR est de plus incapable de combattre l'influence des nationalistes arabes, des mélanchonistes et des libéraux du type BDS sur le mouvement. Dans le rôle le plus perfide se trouvent les centristes de Révolution permanente. D'un côté, ils critiquent certes les mélanchonistes, signalant quoique timidement je cite, les limites d'une position qui répand aux couleurs du soutien à l'autodétermination de la Palestine, des positions historiques de l'État français, guidées par la défense de ses intérêts impérialistes. Fin de citation. C'est très bien tout ça. Mais RP refuse toute conclusion pratique, c'est-à-dire la nécessité d'une rupture avec le républicanisme de gauche mélanchoniste et de se battre pour une direction trotskiste du mouvement pro-Palestine. De l'autre côté, RP a clairement mis Hello sur la défensive, polémiquant assez correctement contre le déni de la question nationale par cette dernière. RP a écrit contre Hello en juin dernier, je cite. La seule façon de se préparer pour affronter en Palestine les courants nationalistes bourgeois, c'est précisément en se situant inconditionnellement dans le camp militaire de la résistance. Encore une fois, non pas pour soutenir cette direction, mais pour disputer leur influence et défendre une stratégie révolutionnaire qui seule peut permettre de résoudre la question nationale en constituant une fraction qui défend un programme et une stratégie révolutionnaire en toute indépendance des classes. Fin de citation. Et cela est tout à fait exact, c'est parfait, on est complètement d'accord. Mais je vous demande, est-ce que quelqu'un a jamais vu RP, même essayer timidement de constituer une telle fraction révolutionnaire au sein du mouvement pro-Palestine pour, je le cite encore une fois, disputer l'influence de ses dirigeants lors des manifs et rassemblements? Prenons leur cortège lors de la dernière manif du 7 septembre. RP critique très correctement la stérilité de la banderole de Hello que j'ai mentionné au début de la présentation. Celle de RP, par contre, lisait, je cite, « Stop génocide, stop complicité militaire, économique, universitaire ». Fin de citation. Ces mots d'ordre sont conçus pour se liquider dans le mouvement libéral petit bourgeois BDS sans présenter le moindre défi ni à l'impérialisme français, ni aux bureaucrates syndicaux traîtres, ni à l'influence de Mélenchon, ni à celle du Hamas. Sinon, la plus grande partie de l'activité de RP consiste à lancer des appels creux à, je cite, continuer à informer sur les génocides, ce qu'on pourrait lire dans Le Monde d'ailleurs, et poursuivre et amplifier les actions. C'est parce que le mélanchonisme paralyse chaque lutte des travailleurs et des opprimés que la tâche centrale des communistes est de mettre en avant la nécessité d'une rupture avec lui, et cela a été le principe directeur de l'intervention de la LTF dans le mouvement pro-palestinien depuis le 7 octobre. Nous avons cherché à montrer qu'il faut une direction communiste en mettant en avant une perspective qui fasse concrètement avancer le mouvement, tout en dénonçant les limites et la traîtrise de ces dirigeants actuels. C'est là la différence entre les centristes qui observent le problème pour mieux l'éviter et les révolutionnaires qui tracent une perspective pour déblayer les obstacles à la victoire. Merci. Ok, je ne sais pas s'il y a des discussions ou des questions. La seule chose est si quelqu'un veut parler une deuxième fois ou poser une deuxième question, on laisse d'abord les autres camarades qui n'ont pas pris leur parole parler d'abord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Vous répondez? Oui. J'ai une question par rapport. Je me demandais c'était quoi votre position par rapport au problème de la terre en Palestine. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un slogan pro-palestinien de retourner sur les terres, parce que beaucoup ont été déportés avec un Nakba, tout ça. Et
genre, après, enfin, j'en avais parlé avec des gens de lutte ouvrière qui me disaient oui, non, qu'est-ce que c'est que ça on va expulser des Israéliens de leur maison, c'est n'importe quoi et tout. Et alors que c'est quand même je pense que c'est une demande assez légitime des Palestiniens. Et du coup, je me demandais comment on peut concilier justement une alliance avec les classes populaires en Israël et cette demande légitime des Palestiniens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu vois? D'accord. Oui, juste pour répondre à cette question, on a fait une remarque dans la déclaration qu'on a sortie l'année dernière, juste après le 7 octobre, où on a expliqué qu'en fait, y compris l'essentiel de la terre, est entre les mains d'une très petite minorité de capitalistes sionistes, quoi. Et donc effectivement, il faut exproprier la terre et on est pour le droit au retour de tous les Palestiniens, bien entendu. La question, c'est que, comme c'est qu'une très petite minorité de capitalistes juifs, en fait, qui ont la terre entre leurs mains. Donc leur expropriation, c'est pas ça qui va, qui va spolier les travailleurs juifs. Et par conséquent, si on présente la chose de cette manière, il y a possibilité pour gagner les travailleurs juifs à cette perspective, parce qu'ils ont un ennemi commun qui est justement ces capitalistes, quoi. Donc oui, on est absolument pour le droit au retour, et y compris à récupérer leurs terres pour les Palestiniens. Effectivement, ça nous distingue de lutte ouvrière, tu as tout à fait raison. Qui en fait, en voulant toujours défendre le droit des juifs déjà présents, le droit d'autodétermination des juifs, etc., en réalité, comme l'a expliqué la présentation, en fait, ils sont les avocats du statu quo, c'est-à-dire de la perpétuation de l'oppression des Palestiniens, quoi. Donc c'est une position qui est totalement réactionnaire à notre avis. Ouais, moi je pense que ce qui est bien, c'est comment je pense c'est comment tu poses les questions de la révolution prolétarienne. Dans le point où on dit deux choses qui vont ensemble, c'est que l'émancipation de la classe ouvrière juive israélienne, elle est impossible tant qu'ils sont soudés à leur bourgeoisie, et le moyen que la bourgeoisie les enchaîne à leurs intérêts, c'est l'oppression des Palestiniens. C'est pour ça que moi je pense que dans la présentation c'était vraiment important les points qui ont été faits sur 67, parce que pendant très longtemps notre tendance disait hors des territoires occupés, comme si ce qui avait été établi en 67, c'était là, à partir de ce moment-là, que la terre palestinienne était occupée, alors qu'en fait, comme l'a démontré le camarade, c'est depuis la Nakba, donc voilà. Ça va dans les deux sens. Et on insiste aussi que les Palestiniens, ils ne pourront pas s'émanciper tant qu'ils ne feront pas, si tout ce qu'ils ont comme direction promet simplement de se débarrasser de tous les juifs, et les stratégies de l'OLP, les stratégies de Hamas, etc., ni carrément l'existence de la nation juive israélienne. Donc, ça va dans les deux sens, mais le point de départ doit être la libération nationale palestinienne. Et il n'y aura pas d'émancipation sociale et de révolution prolétarienne si les classes ouvrières ne sont pas unies sur cette base, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vrai que lutte ouvrière nie que le moteur pour la révolution socialiste dans la région, c'est la libération nationale palestinienne. Ok. D'autres questions? Non? Bon. Si pas, on peut... James, il veut reparler. Ah, sorry, Jen, excusez-moi. J'ai une autre question, du coup, mais
enfin, je vois peut-être comment est-ce que vous pourriez le penser, mais juste pour clarifier, parce que vous avez évoqué la question de la résistance armée et que c'était pas quelque chose à rejeter complètement, comme le fait par exemple plutôt Ria, il me semble, enfin d'autres organisations, et que mais en même temps il faut aussi réussir à construire un lien avec la classe ouvrière israélienne. Mais du coup, c'est cette résistance armée, comme vous avez dit, elle prend quelle forme et comment ça peut pas entrer en contradiction avec le fait de vouloir rallier les ouvriers israéliens. Non, pas d'autres questions? Je voulais savoir seulement si la classe ouvrière israélienne est-elle sélectionniste, elle est nationaliste, donc elle n'est pas internationaliste. Et ça pose là une contradiction. Comment est-ce qu'on peut avoir gagné la classe ouvrière israélienne pour soutenir la lutte palestinienne? Il y a une énorme contradiction là et je vois qu'ils ne sont pas tellement pour les Palestiniens. Ils ont même profité de l'exploitation de travailleurs palestiniens pendant toutes ces années. Donc, je ne vois pas tellement dessus dans ces côtés-là. Oui. Par rapport à la première question de la résistance armée, d'abord du moment qu'on rejette les attaques contre la population civile. D'un côté, on rejette les attaques contre la population civile. Mais la résistance armée est vraiment populaire, c'est-à-dire tout le peuple en armes, tout le peuple palestinien en armes. Et bon, j'ai mentionné dans la présentation, Israël est une société militarisée. On confronte toute la nation, pratiquement toute la nation armée. Bon, quand ils viennent à Gaza, en Cisjordanie, ils vont confronter la même chose. Ça va être difficile pour les soldats. Mais du moment qu'on n'attaque pas les civils, et ils vont commencer à réfléchir, mais moi, j'ai fait quoi en tant que soldat, tu vois? Pourquoi je vais aller tuer les Palestiniens? Et évidemment, tout ça est dans le contexte d'un programme général, plus révolutionnaire, plus général, cherchant à faire rompre les couches les plus exploitées, les plus opprimées de la société israélienne, qu'ils rompent avec le sionisme. Par exemple, bon, mon camarade a déjà répondu à l'autre question, mais tu vois, par exemple, j'ai mentionné les Misraïm, que ce sont les colons, ils ont besoin de logements, de terres. Bon, on pourrait, au lieu de voler les terres des Palestiniens, lutter ensemble pour exproprier les grands propriétaires fonciers israéliens dans la campagne et aussi dans la ville. Quand on va par exemple, tu as fini? Ouais. Quand on va par exemple côté, parce que moi j'ai visité plusieurs fois Palestine et Israël, quand on voit par exemple près de Sderot et tout ça, c'est tous les Misraïm, c'est les Éthiopiens juifs, etc., qui sont poussés, qui sont dans des conditions, les logements, c'est des conditions absolument déplorables. Donc évidemment, l'État sioniste utilise le zionisme tout le temps, mais le bouc émissaire toujours pour essayer d'unifier, mais comme partout dans le monde, particulièrement depuis Covid, etc., les conditions deviennent plus en plus. Je n'ai pas visité maintenant depuis
suppose, 5, 6, 7 ans, donc quelque chose comme ça. Mais même à ce moment-là, on a remarqué que les choses étaient pires parce qu'avec l'industrie du tourisme, différentes choses comme ça. Et je ne sais pas maintenant après, mais je sais que quand je regarde, c'est très très peu de quelques jeunes, quelques juifs qui sont évidemment, mais pas mal. Quand on voit par exemple à Haïfa, c'est pas simplement les Israéliens arabes. Il y avait aussi des meetings. Il y avait un meeting de 200 qui étaient juifs et arabes. Bon, c'est petit, je sais. Et comme d'habitude, probablement, c'est les morts aussi des Israéliens qui vont pousser aussi, comme dans le passé, plus de protestations et des choses comme ça. Mais il y a des leviers qui sont là pour les communistes et les révolutionnaires de pousser pour voir que le même ennemi, c'est le zionisme et c'est l'impérialisme dans la région. Et c'est ça qu'on doit continuer à faire pour essayer de gagner le prolétariat juif ou en partie la libération palestinienne. Ouais, c'est ce qui devient de plus en plus difficile une fois que c'est l'extrême droite qui est au gouvernement en ce moment. Donc, Mais la réponse de regarder vers l'ONU et de regarder vers les instances impérialistes qui étaient aux sources de la barbarie et le génocide au début, évidemment, c'est pas, je n'ai pas dit c'est ça, mais c'est ça que les autres mettent en avant. Désolé. Ok. Mais juste, Oui, attends, juste pour répondre aussi à ton intervention. Et la classe israélienne et nationaliste, oui, c'est vrai. Et à ce moment, elle est assez soudée, assez dirigeante par l'idéologie sioniste. Mais elle n'a pas profité de l'oppression des Palestiniens. Tout au contraire. Bon, on peut dire, bon, les souverains israéliens vivent mieux que les Palestiniens. Ben, oui, mais ça, c'est pas difficile, si difficile que ça. De vivre mieux que les Palestiniens, ça, au niveau du niveau de vie de l'Europe, c'est assez mauvais. Mais surtout, c'est une société. Bon, je ne suis jamais y allé, mais c'est de toute évidence une société assez oppressive, horrible, théocratique, militarisée, raciste. Il y a les Mizrahim, il y a les Juifs noirs, etc., etc. Au contraire. Et c'est ça que bon, j'ai essayé d'expliquer un petit peu. Les spartacistes l'expliquent de façon beaucoup plus claire et approfondie. Et c'est précisément l'oppression palestinienne qui dégrade les conditions de vie des travailleurs israéliens. C'est grâce à l'oppression palestinienne qu'ils sont cette société théocratique, raciste, etc., etc. Et toujours, en plus, toujours menacée, grâce au sionisme, par tout le peuple qui les entoure. Ça ne va finir jamais. Voilà. Cyril? Oui, effectivement, j'avais vu, il y avait une émission sur la question noire aussi, là-bas en Israël-Palestine, c'est-à-dire qu'il y a aussi les juifs éthiopiens, Palachas, mais il y a aussi les noirs bédouins, arabes musulmans, qui en fait entièrement du Sahel, tout ça, il y a un ou deux siècles, qui sont peut-être des grâces, on les a envoyés jusqu'à Jérusalem. Et je veux dire, par rapport à ça, je veux dire, ces travailleurs-là, que ce soit d'origine bédouins, musulmans ou juifs éthiopiens, là-bas, quoi. C'est la Palestine, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette question-là, il atteste beaucoup. C'est beaucoup depuis par rapport à la lutte des Noirs aux États-Unis dans les années 50-60, en Israël-Palestine, c'est tabou, quoi. On voit pas ça, alors qu'il y a quand même des Noirs autant musulmans que juifs là-bas en Israël-Palestine. Et ça, ils n'en parlent pas. Ça. C'est vrai que c'est un problème. Je peux dire autre chose. Pour revenir encore à cette question que les travailleurs israéliens
sont privilégiés, bénéficient de l'oppression des Palestiniens. Et comment ça c'est faux? Parce que je crois on peut faire un parallèle avec comment on dit, identity politics. Comme beaucoup de gens pensent que les ouvriers blancs, toute la population blanche aux États-Unis bénéficie de l'oppression des Noirs, et en particulier les ouvriers. Oui, même ici en France, les ouvriers blancs chrétiens seraient privilégiés par rapport aux travailleurs arabes et noirs. Mais c'est complètement faux. Et on les voit chaque jour. C'est grâce à l'oppression des Noirs et des Arabes que les conditions de vie de tout le monde sont dégradées dans ces pays. Et c'est vrai dans n'importe quelle société. C'est encore beaucoup plus frappant en Israël, beaucoup plus rare. Mais c'est vrai dans n'importe quelle société. C'est grâce à l'oppression des Arabes et des Noirs que les logements pourris et que les transports publics sont pourris, que la classe ouvrière est divisée. Ils ont dit que les salaires sont bas, et tant que les syndicats, que la direction des syndicats ne lutte pas pour unifier la classe ouvrière, tout ensemble pour combattre cette oppression, toute la classe ouvrière va être dégradée dans cette situation de dégradation des conditions de travail et de vie. Et c'est vrai ici et c'est vrai en Israël, encore plus vrai en Israël. Et les conditions sont vraiment en train de dégrader. Par exemple, le transport où il y avait l'assassinat l'autre jour, c'était la seule ligne qui marchait. Je ne sais pas si ça c'était dans tous les journaux, mais tous les autres sont en panne, il y avait des problèmes ou quelque chose comme ça. Mais ça devient pire. Je voudrais ajouter quelque chose sur cette question des. C'est pas non plus une élucubration récente d'insister sur le fait que lutter contre l'oppression nationale et coloniale, c'est indispensable pour que la classe ouvrière puisse lutter pour ses propres intérêts. On peut remonter y compris à ce que Marx écrivait en Angleterre à propos de l'Irlande. Il a expliqué au milieu du XIXe siècle que la formule, c'est la clé, le secret de la domination de la bourgeoisie anglaise, c'est l'oppression de l'Irlande. C'est-à-dire que il expliquait que non seulement les ouvriers anglais ne bénéficient pas de l'oppression de l'Irlande, mais l'oppression coloniale de l'Irlande par la bourgeoisie anglaise, c'est l'instrument qui lui permet de maintenir la classe ouvrière anglaise dans l'impuissance. Et que donc, tant que la classe ouvrière anglaise ne se battra pas contre l'oppression de l'Irlande, elle ne pourra pas se battre, y compris pour ses intérêts économiques et politiques immédiats. Et la même chose était vraie aux États-Unis avec la question noire. C'est pour ça que quand la guerre civile américaine a éclaté, Marx et Engels se sont battus pour mobiliser le mouvement ouvrier aux côtés du Nord. Et Marx a écrit voilà, que la classe ouvrière blanche ne pourra pas s'émanciper tant que je ne sais pas comment traduire en français, le travail à peau noire sera oublié. Et Marx comprenait que tant que l'esclavage existait, la classe ouvrière américaine ne pourrait pas avoir une conscience de classe et lutter pour ses intérêts de classe. Et ça s'est confirmé ensuite dans l'histoire des États-Unis avec le fait que la bourgeoisie américaine a réussi à maintenir la ségrégation des Noirs. C'est un des facteurs qui explique, par exemple, l'arriération politique importante de la classe ouvrière. Le fait
par exemple, qu'il n'y ait jamais eu même de parti ouvrier réformiste aux États-Unis, c'est directement le produit de l'oppression des Noirs. Donc c'est vraiment important d'insister que la classe ouvrière en Israël, bon, c'est vrai de manière plus aiguë en Israël, mais la classe ouvrière ne pourra pas lutter et défendre ses intérêts si elle ne se bat pas pour défendre les droits nationaux des Palestiniens. Merci. C'est possible en fait de ne pas enregistrer lorsqu'on parle. C'est possible Oui, juste. Moi, je veux bien rajouter quelque chose si ça dérange. Non. Je voulais aussi un peu aller dans le sens d'essayer de pousser un peu plus le bouchon. Moi, quand je t'écoute, ok, personne ne nie qu'effectivement la classe ouvrière israélienne a été ressoudée, notamment justement après le 7 octobre, encore plus derrière sa bourgeoisie. Bon, évidemment, pour une perspective révolutionnaire, dans les syndicats de la classe ouvrière en Israël, il va falloir éjecter les sionistes parce que effectivement les syndicats ne sont pas indépendants du tout. Mais ils n'ont pas un intérêt matériel à l'oppression des Palestiniens. C'est ça ce que je veux dire. Au contraire, ils ont un intérêt matériel dans l'émancipation des Palestiniens. Alors effectivement, ce qui pourra vachement aider la chose, c'est que le mouvement de libération palestinienne n'est pas dirigé par des forces politiques qui considèrent que l'ensemble de la nation israélienne est à opposer. Ça sera beaucoup plus facile, effectivement, de gagner la classe ouvrière que ces intérêts historiques ne peuvent être remplis que s'ils embrassent la cause de la libération palestinienne. Je ne sais pas si tu vois ce que je sais en train de dire. Parce que ça, c'est effectivement des choses qui n'étaient pas compréhensibles pour nous avant qu'on fasse tout ce travail qui a donné le spartacisme, mais c'est aussi dans la gauche marxiste qui c'est vachement répandu. Donc voilà. Soit il y en a qui disent ah ouais, il y a des classes, mais bon, en fait, comme RP, comme l'a dit Révolution prolétarienne, et bon, ils disent oui, ils font des belles déclarations, mais en fait, dans le travail quotidien, ils refusent de faire ce travail
argu, d'essayer justement de donner une perspective révolutionnaire pour l'émancipation palestinienne, d'essayer d'écarter les directions actuelles, et où tu as ceux qui, comme Lutte ouvrière, pensent que la libération palestinienne en tant que telle n'est pas quelque chose qui est progressiste. Voilà. Je sais pas. Ok, camarades, donc s'il n'y a pas d'autres questions ou discussions, on peut continuer informellement. Il y a juste à côté